Alors, mes chers collègues, on va pouvoir reprendre nos travaux. Donc, la séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi spécial prévu par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, et j'imagine que Monsieur le Président de la Commission des Finances n'est pas loin non plus, Mesdames et Messieurs les députés. Le 14 octobre dernier, avec la Ministre des Comptes et de l'Action publique, nous avions l'honneur de présenter au Conseil des ministres un projet de loi de finances pour l'année 2026. Un peu plus de 2 mois plus tard, nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour vous présenter ce projet de loi spécial. Depuis le 15 novembre dernier, la méthode inédite annoncée par le Premier ministre a permis au débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 de se tenir et d'aboutir à son vote et à son adoption. Cette réussite crée un précédent, démontre que nous sommes capables de travailler ensemble et de faire converger nos positions. Cette réussite, elle trace une voie pour les futurs débats budgétaires. En revanche, vous le savez, les débats, les discussions à l'Assemblée nationale n'ont pas permis d'aller au bout de l'examen du projet de loi de finances pour 2026. L'Assemblée nationale n'a pas pu examiner la partie dépenses du texte et définir le budget qu'elle souhaitait. Je dirais même que sur la partie 1, vous avez plutôt annoncé le budget que vous ne souhaitiez pas puisqu'elle a été rejetée à la quasi-unanimité. L'échec de la commission mixte paritaire de vendredi dernier relève sans doute de divergences politiques, mais j'en suis convaincu, elle relève aussi et sans doute surtout de ce travail inachevé. Nous apprenons en marchant, notre culture politique évolue, prenons ces quelques semaines supplémentaires pour réussir à faire comme de nombreuses autres démocraties, trouver un compromis budgétaire. Mais attention, je vois poindre ici ou là une certaine accoutumance à la loi spéciale. Dire que le monde va s'écrouler avec la loi spéciale serait évidemment mentir, mais dire que nous pouvons nous en contenter plus que quelques jours ou quelques semaines serait un déni de réalité. La loi spéciale nous offre simplement le temps nécessaire pour prolonger les débats et nous permettre d'aller au bout de l'examen du texte. C'est la roue de secours qui nous permet de faire quelques kilomètres avant de pouvoir arriver à bon port, changer les roues et repartir de plus belle. Vous l'avez vu, dans notre situation, le projet de loi spécial, c'est un passage obligé qui poursuit 3 objectifs seulement. C'est un projet de loi qui tient en une dizaine de pages, 3 articles. Le premier permet de lever l'impôt, le deuxième de garantir les ressources nécessaires au bon fonctionnement de nos collectivités locales, le troisième de permettre à l'État de continuer à émettre de la dette afin d'assurer la continuité des services publics et de l'action de l'État. Je précise que cette loi spéciale n'équivaut pas à la reconduction du budget de l'année dernière. La mise en œuvre de la loi spéciale ainsi que des décrets de service votés revient à ouvrir le minimum de crédits que le gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics. Je rappelle par ailleurs que la loi spéciale ne peut pas modifier les barèmes d'impôt ou prolonger des dispositifs fiscaux de l'année précédente. Le Conseil d'État a été très clair sur ce point dans son avis rendu l'année dernière. Il l'a rappelé dans son avis sur le présent projet. Ce que ne fait pas non plus la loi spéciale, c'est d'autoriser des investissements nouveaux. Si on veut soutenir les filières automobiles qui font face à une transition historique dans le cadre de ce qu'on appelle le CORAC, si on veut soutenir les filières aéronautiques dans le cadre de ce qu'on appelle le CORAC, le financement des ordinateurs quantiques, la prime rénov', les investissements de nos armées que vous avez voté très largement l'année dernière, il nous faudra un budget, j'allais dire, un vrai. Si nous voulons prolonger la garantie de l'État à l'AFD pour la Nouvelle-Calédonie, la garantie émeute, la garantie de l'UNEDIC qui permettra à l'UNEDIC de s'endetter, là aussi, il nous faudra un budget. Comme l'année dernière, la loi spéciale ne peut donc être qu'une solution temporaire. C'est un texte de jonction, un pansement
son maintien au-delà de janvier risquerait de fragiliser grandement l'économie française avec 3 incertitudes majeures que je souhaite partager avec vous. La première, elle concerne les finances publiques et le niveau de déficit. Nous devons évidemment nous assurer, ça a été dit et rappelé par le Premier ministre tout à l'heure lors des questions au gouvernement, que le déficit l'année prochaine soit au maximum de 5% du déficit du produit intérieur brut. Et vous le savez, vous l'avez compris, la loi spéciale permet de limiter ce que j'appelle le bon gras, les investissements d'avenir, l'investissement dans les technologies, le soutien aux investissements des collectivités territoriales, mais n'empêche pas, évidemment, ce que je pourrais appeler le mauvais gras de continuer à progresser, la hausse tendancielle des dépenses publiques. Incertitude sur le déficit public avec un risque de dérapage réel. Incertitude sur la croissance, ensuite, parce que nos chefs d'entreprise, nos ménages, face à un budget encore incertain, risquent de reporter des dépenses d'investissement. La croissance de l'économie française a été exemplaire jusqu'à ces dernières semaines. Faisons en sorte, mesdames et messieurs les parlementaires, que ce soit encore le cas. Et dernière incertitude, celle sur le financement. Nous avons des taux d'intérêt aujourd'hui en forte hausse depuis déjà quelques années, partout dans le monde. Les écarts de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne se sont stabilisés, ils se sont même un peu réduits. Faisons en sorte, là aussi, que la prime de risque politique qui pèse aujourd'hui sur les marchés et qui renchérit d'autant notre endettement puisse disparaître à jamais. Pour toutes ces raisons, nous devons nous réveiller le 1er janvier avec la même obsession qu'en se couchant le 31 décembre, faire adopter un budget pour la France. Il nous revient, il vous revient à présent de finaliser rapidement vos travaux. Nous reprendrons le travail là où le Sénat s'est arrêté afin de converger au mois de janvier vers un budget qui puisse être adopté du fait des échéances financières, économiques et électorales qui sont devant nous. Nous devons poursuivre nos efforts pour maintenir le déficit sous les 5%, seuil qui nous permet de rester sur la trajectoire qui permettra à la France d'avoir un déficit public de moins de 3% en 2029, ce qui permettra, j'ai envie de dire, enfin, de stabiliser la dette publique. Cet objectif, mesdames, messieurs les députés, il est ambitieux, il est atteignable, j'en suis convaincu, c'est notre devoir de l'atteindre. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent Madame Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, Monsieur le Ministre, Messieurs les ministres d'ailleurs, cher Laurent, cher Roland. Mesdames et Messieurs les députés, nous voilà donc ici car la commission mixte paritaire qui s'était réunie vendredi dernier pour débattre du projet de loi de finances 2026 ne s'est pas avérée conclusive. Nous en prenons donc acte et nous vous présentons aujourd'hui un projet de loi spécial pour nous donner collectivement quelques jours supplémentaires pour donner au plus vite un budget à la France, car c'est une nécessité vitale pour notre pays. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, le Premier ministre vient de nous le dire pendant les questions au gouvernement, la loi spéciale n'est pas un budget, ce n'est pas un choix politique, c'est plutôt même un non-choix, et c'est un non-choix que notre pays ne peut pas se permettre. C'est un service minimum qui a été pensé dans le cadre d'un processus budgétaire à l'arrêt, et c'est un service minimum qui ne répond ni aux urgences ni aux exigences des Français. Mais ce service minimum correspond à des risques maximums. Monsieur le Président Coquerel, encore hier, vous m'avez demandé en commission des finances de cesser, je vous cite, de dramatiser la loi spéciale. Mais je ne la dramatise pas, je présente simplement ici, devant vous, la représentation nationale, ce que nous encourons et ce que nous avons déjà subi au début de l'année 2025 en toute transparence. La loi spéciale, ce n'est pas le chaos, et c'est précisément pour éviter la crise que le gouvernement présente aujourd'hui cette loi. Mais cette loi ne résout rien, car sans budget, nous prenons le risque de ne pas pouvoir répondre aux urgences des Français, nous prenons le risque de ne pas pouvoir investir, et nous prenons le risque de laisser le pays immobile. Vous le savez, un service minimum n'a de sens que s'il est court dans le temps. Et le provisoire qui dure, c'est l'image de la politique qui hérisse nos compatriotes. Il serait indigne d'un grand pays comme la France que nous en restions là. La loi spéciale, mon collègue Roland Lescure vous l'a dit, ne comporte que 3 articles. Un qui permet de prélever les impôts existants,
Un qui porte la reconduction des prélèvements sur recettes de l'État au profit des collectivités territoriales dans les conditions prévues dans la loi de finances initiale de 2025. Et un autre qui autorise les opérations d'emprunt et de gestion de la dette et de notre trésorerie de l'État. En un mot, c'est le strict minimum et c'est le service de la dette plutôt que le service de nos services publics et des Français. Cette situation aura donc des conséquences très concrètes et perceptibles dès le 1er janvier pour les administrations, pour les entreprises et pour les Français. Là aussi, je ne dramatise pas, mais je vous dois transparence. Transparence d'abord sur le fait que les investissements nouveaux seront à l'arrêt. Cela aura des conséquences notamment pour le ministère des Armées, qui ne pourra pas passer de nouvelles commandes, pourtant cruciales dans le climat de montée des tensions géopolitiques que nous connaissons. Également, un arrêt des investissements nouveaux prévus au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur. Bien sûr, en revanche, et je veux ici rassurer l'ensemble des entreprises et des Français, nous continuerons à honorer et à payer les engagements passés. Je pense notamment au futur porte-avions qui pourra évidemment voir les engagements passés tenus. Deuxième conséquence, c'est la suspension des dépenses discrétionnaires. L'ensemble des aides qui ne sont pas des dispositifs dits de guichet ne pourront plus être versées par l'État et par les opérateurs. Je précise néanmoins que là aussi, les engagements déjà pris, les dossiers déposés déjà validés, en particulier pour MaPrimeRénov', seront bien payés. Et puis, troisième conséquence, c'est le gel des recrutements publics, en particulier les 4 000 nouveaux postes prévus dans les ministères régaliens et les 8 800 nouveaux recrutements du ministère de l'Éducation nationale pour mettre en œuvre la réforme de la formation des enseignants. Et je veux ici saluer Madame la Première ministre, Elisabeth Borne, qui a porté cette réforme, on le sait, avec beaucoup de conviction. Je veux rappeler enfin ici que la loi spéciale et les services votés ne permettront pas de faire des économies sur les finances publiques. Aucune réforme structurelle ne peut être mise en œuvre en l'absence de budget et l'impact sur les recettes de l'État serait donc négatif. La seule manière de réduire durablement le déficit, c'est d'avoir un budget et de le respecter à la lettre avec des objectifs clairs, assumés et contrôlés. Et c'est ainsi que le compromis trouvé en commission mixte paritaire en février 2025, fixant une cible de déficit à 5,4%, a été soutenu par vous, membres de la représentation nationale, et exécuté, comme on dit, mis en œuvre par nous, membres du gouvernement. Alors oui, nous éviterons le désordre, bien sûr. Oui, nous répondrons aux urgences absolues. Oui, nous continuerons à soutenir les agriculteurs qui sont aujourd'hui, on le sait, très engagés et très menacés par cette nouvelle épidémie de dermatose contagieuse. Et nous les soutiendrons par les vaccins pris en charge, nous les soutiendrons par les indemnités d'abattage prises en charge, nous les soutiendrons avec un fonds d'urgence. Mais vous voyez bien que nous ne pouvons pas nous contenter de gérer l'année 2026 en ne gérant que les urgences. Mesdames et messieurs les députés, comme je le disais tout à l'heure, il ne peut y avoir ni de trêve ni de grève du compromis. La trêve de Noël ne peut être une trêve de la responsabilité, car chaque jour de loi spéciale sera en 2026 un jour de trop. Le chemin de compromis qui a été trouvé tant sur le projet de loi de finances de fin de gestion que sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale est un chemin qui, je le sais, peut également être trouvé sur ce projet de loi de finances. Nous en avons l'ardente obligation. Et vous savez que vous trouverez le gouvernement, le Premier ministre, Roland Lescure, l'ensemble des ministres et moi-même disponibles dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, dans les semaines qui viennent, pour que nous ne nous contentions pas d'un service minimum, mais bien d'un service maximum pour les Français qui vous ont élus et qui attendent un gouvernement à l'action. C'est l'exigence de responsabilité, c'est une exigence de sérieux budgétaire, c'est enfin une exigence de respect. Respect pour les Français qui ne comprennent pas pourquoi, dans la vie, partout en France, nous savons nous mettre d'accord et pourquoi, ici à Paris, dans les hémicycles, il n'y aurait que désaccord et blocage. Par respect, je crois que nous pouvons y arriver et par respect, nous devons y arriver. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre.